je raconte à nos invités comment on s'est retrouvés. Bah allez. Donc Bruno, c'était mon prof de philo en prépa, voilà, il y a 25 ans. Oula. Ça te rajeunit pas, mais moi non plus. Voilà, et puis je le regardais avec des grands yeux ébahis, épatés, qu'est-ce qu'il est intelligent, etc. Moi, bon, j'étais pas hyper fort en philo, j'étais plutôt au fond de la classe, mais je me suis réveillé 25 ans après et je l'ai rappelé et je lui ai dit ah Bruno, quand même, ce serait intéressant qu'on se revoie. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire entre le philosophe et l'entrepreneur, le manager que je suis. Ça, c'était il y a 2 ans. Yes. On s'est fait un super bouchon ensemble. On a passé du bon temps au restaurant, on a refait le monde. Et puis on en est venu à trouver plein de points communs entre l'entrepreneur et le philosophe. Et Bruno, tu m'as amené sur le thème de la coopération. Alors Bruno m'a dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de rencontrer des entreprises, j'ai besoin de trouver des entreprises qui incarnent cette idée de coopération. Il faut qu'on écrive un livre ensemble. Écrire un livre, non, moi je sais développer une entreprise, mais je ne sais pas écrire un livre, surtout avec un philosophe. Donc on s'est dit on va faire une web-série. Et la web-série, ça me semblait plus abordable, plus vivant, plus sympa. Et Amélie et Benjamin nous ont énormément aidés. Et dans le cadre de cette web-série, on est allé à la rencontre de 5 entrepreneurs, dirigeants, voilà, dont 3 qui sont là. Et je vous remercie d'avoir joué le jeu de cette web-série et d'être présent aujourd'hui. Ouais. Donc Fabrice Poncet, je vous présente tous. Fabrice Poncet, tu es dirigeant, fondateur, co-gérant de l'entreprise La Fabrique, qui est située à Francheville, qui a 30 collaborateurs et qui est ébéniste et qui fabrique et conçoit des mobiliers sur mesure. C'est bien présenté, ça te va? Ouais, on est 25. 25. Je ne présente pas toute la dimension. C'est bien résumé. Je présente pas toute la dimension sociale de ton entreprise. C'est un vrai laboratoire. Ouais. Et tu auras l'occasion sûrement d'en parler un petit peu. Pierre Hasbrook, tu es dirigeant de l'entreprise ASAP. Tu as 200 collaborateurs qui est situé en plein cœur de notre région Rhône-Alpes-Auvergne. Ton métier, c'est l'agencement. Et tu fais des grands projets d'agencement dans des universités, dans des écoles, dans des résidences étudiantes, dans des chalets, dans des grandes belles entreprises qui nous représentent au niveau international. Et pour la petite anecdote, il a même agencé le refuge du goûter sur la route du Mont Blanc pour ceux qui connaissent. Philosophe à 8h du matin, c'est quand même c'est une torture, quoi, voilà. C'est interdit par la Convention de Genève. Mais bon, voilà, on va quand même essayer de satisfaire les exigences de l'exercice. Alors, moi, ce que je voudrais faire, c'est vous donner un peu l'idée de la généalogie de tout ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est arrivé vers le thème de la coopération, qui est d'ailleurs, je le vois d'ailleurs quand on a discuté tous ensemble, hein, quand on a et les tournages, on m'a dit mais coopération, c'est quoi? C'est le ministère de la coopération? C'est quoi tu parles là? Nous on connaît le vocable de la collaboration, on ne connaît pas du tout le vocable de la coopération. Là tu utilises un terme qui demeure en fait inapproprié à ce que nous vivons. Voilà. Donc ça c'est déjà un sujet de rendre ce mot, pour ainsi dire, compréhensible et acceptable dans l'horizon de l'entreprise. Donc voilà, il y a déjà une première difficulté qui était une difficulté sémantique. Et donc je voudrais essayer dans ma petite introduction, avant de donner la parole à ceux qui savent vraiment, de refaire le chemin qui nous a conduit donc à cette intuition donc de la coopération. En fait, Thibault l'a très bien dit, la question qu'on s'est posée, c'est comment comprendre la demande de sens. Alors, on est parti de cette idée-là que, idée qui est une tarte à la crème, c'est que les individus, les salariés, les acteurs de l'entreprise ont une demande de sens ou une exigence de sens qu'ils n'avaient pas peut-être jusque-là. Et l'intuition que nous avons eue, c'est que on pouvait répondre à cette demande de sens par un surcroît
de coopération entre les acteurs. Voilà. C'est ça le postulat de départ. Okay, il y a eu une intuition de départ. C'est on prend au sérieux la demande de sens, on cherche à l'analyser, donc je vais vous dire comment on l'a analysée, cette demande de sens, et à partir de l'analyse de la demande de sens, on voit dans quelle mesure le surcroît de coopération entre les acteurs, pas seulement de la collaboration, mais de la coopération entre les acteurs, peut satisfaire et répondre à cette demande. Voilà, donc il faut accepter ce postulat, on va essayer de le justifier, d'en rendre compte en quelque sorte, pour ensuite, donc comme l'a dit Thibaut, regarder le teaser de nos rencontres donc, avec des dirigeants qui ont testé le truc, pour ainsi dire, et avant donc de les écouter évoquer la manière dont ils sont entrés dans une démarche qui pourrait être donc une démarche de coopération ou une démarche donc de surcroît d'esprit coopératif. Alors, donc pour vous dire les choses comme elles sont passées, comme elles se sont passées, en fait on s'est dit, voilà, il faut d'abord interroger la demande de sens. Il ne faut pas d'abord faire, comme font les consultants, faire renfler les mots devant un public de salariés, de cadres ébahis, parce qu'ils découvrent qu'il y a des mots, bon, et qu'ils ont un sens. Il faut être très très modeste et commencer par décortiquer en quelque sorte cette demande de sens. Et on s'est dit, bah tiens, il y a 3 dimensions en fait dans cette demande de sens. Il y a d'abord probablement comprendre le comment. Alors que la demande de sens, très souvent, on va directement vers le ciel des idées, des valeurs, etc. Non, c'est la rigolade, ça. C'est la rigolade. Il faut être très pragmatique, très concret, et comprendre que la demande de sens, c'est d'abord la demande de comprendre le comment, de comprendre les méthodes, de comprendre les procédures. Et comprendre, ça ne veut pas seulement dire avoir une vision intellectuelle de ces procédures. Ça ne veut pas seulement dire qu'on nous a expliqué ces procédures. Les comprendre, ça veut dire les intégrer, se les réapproprier, pouvoir les vivre comme si on les avait soi-même formulées. Car dans la demande de sens, dans la demande de compréhension, le mot le plus important, c'est comprendre. C'est pas sens. Ce qu'on veut, c'est comprendre. Et comprendre, c'est coïncider. Comprendre, c'est prendre avec. C'est vivre avec. Or, vous le savez bien, toute l'organisation du travail, c'est constituée en déléguant la définition des méthodes à un bureau des méthodes. Et donc, ce sont des ingénieurs comme Pierre, hein, les grands corps des grandes écoles, qui ont constitué ce qu'on appelle le bureau des méthodes, le bureau des études. Et là, le bureau des études et le bureau des méthodes, ils avaient le secret du comment. Voilà. Et en fait, c'est ce qui a d'abord affecté la condition ouvrière au moment du taylorisme, mais en fait, ça a diffusé dans tout l'encadrement. C'est une illusion de croire que ça a resté, que c'est resté au niveau des ouvriers. Ça, c'est le cas du fordisme et du taylorisme, mais ce qu'on a vécu dans le siècle dernier, c'est précisément la diffusion de ce modèle dans tout l'encadrement, d'où le blues de l'encadrement qui dit « Attendez, moi j'ai fait des grandes écoles, je pourrais quand même dire comment on fait. » Non, ta gueule, comment on fait, c'est Pierre qui le dit. On ne paye pas des polytechniciens quand même pour rien, c'est lui qui dit. Donc là, la demande de sens, vous voyez, c'est le vague à l'âme d'un type qui pense avoir quand même des compétences pour définir le comment, pour participer à la définition du comment, et à qui on impose des procédures depuis New York. Ah, c'est si bizarre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, il y a une interrogation. Donc,
vous voyez, très important de penser la dimension du sens à partir donc de cette compréhension du comment, du chemin ou des méthodes. Vous savez que méthode, alors on a fait un peu de grec avec kairos, karpos, etc. Bon, il n'y a que des hellénistes dans cette salle, mais karpos, kairos, mais méthode, ça veut dire chemin en grec. Chacun veut connaître le chemin qu'il va parcourir. Chacun veut être en mesure de se réapproprier le chemin qu'il va parcourir. Bon, très bien. Mais cette demande de sens, ce n'est pas seulement donc la demande de compréhension des moyens, du comment ou des méthodes. C'est aussi comprendre les objectifs. C'est aussi comprendre le but que l'on poursuit. Et pas seulement le but que l'on poursuit, mais l'objectif global que l'on poursuit, alors que moi, dans l'entreprise, je ne poursuis que des buts particuliers. Et on attend du manager qu'il nous donne une vision synthétique des buts pour que mon petit but que je poursuis soit compris, compréhension, soit compris dans la dynamique de l'objectif global que l'on poursuit. Je fais pas mal d'enquêtes auprès des salariés, etc., de grands groupes, et alors là, c'est 100% de réponse. 100% de réponse, c'est on attend du manager qu'il identifie l'objectif global dans lequel je suis intégré. Or, je n'ai jamais ça, parce que je suis dans une business unit, à côté d'une autre business unit, et encore à côté d'une autre business unit. Et jamais nous avons la vision synthétique de l'objectif que l'on poursuit. Déjà, on voit bien que cette demande est très clairement une demande de sens. C'est-à-dire qu'on cherche, au fond, le sens de ce que l'on nous demande, et ce sens, on pense qu'on ne pourra le saisir qu'à partir du moment où on comprendra à quoi collabore le but particulier que l'on poursuit en tant que salarié d'une organisation, en tant qu'acteur particulier, spécifique d'une entreprise. Mais la demande de sens, ce n'est pas cela, et c'est là que les consultants arrivent, en général. Les consultants arrivent à ce niveau-là, c'est-à-dire comprendre le sens, c'est comprendre la raison d'être. Mais oui, là, on est sur la partie super émergée du truc. Hein, bon. Comprendre le sens, c'est quoi? C'est comprendre la raison d'être. C'est comprendre pas seulement le comment, c'est comprendre pas seulement le pour quoi, mais c'est comprendre le pourquoi. Quelle signification y a-t-il à faire ce que l'on fait? Et c'est là que la question de la mission intervient, c'est là que la question de l'œuvre intervient. C'est là que nous sommes au-delà de la collaboration, nous sommes au-delà du travail, nous sommes au-delà de la mise en commun des compétences. Nous sommes véritablement dans la coopération, c'est-à-dire dans la solidarité d'énergie qui se mettent à disposition d'une œuvre. Alors là, évidemment, on a changé de registre, vous voyez, on n'est plus dans le commun des méthodes que l'on définit, on n'est plus dans seulement l'identification des objectifs avec l'effort de mettre un gros objectif pour coaliser tous ces objectifs. On est véritablement dans la mission, on est véritablement dans la raison d'être, on est véritablement dans l'œuvre commune. Ce qui veut dire que pour répondre à la demande de sens, les entreprises n'ont pas d'autre possibilité que d'indiquer l'œuvre commune pour laquelle l'énergie qu'elles détiennent se trouve mobilisée. Bon, donc très bien. Alors voilà, ça c'était notre analyse de la demande de sens, avec toutes les strates, avec les différentes structures en quelque sorte de cette demande. Ce qui veut dire que les individus viennent
au-devant des institutions sociales, mais de l'entreprise, de la politique, des syndicats, tout ça, avec cette demande, avec, pour ainsi dire, leurs questions. Et alors on s'est dit, mais ça c'est un fait nouveau, pourquoi est-ce qu'ils arrivent là, comme ça, avec leurs questions? Pourquoi tout d'un coup, là, demande de sens? Mon père a été ingénieur chez Ron Poulain toute sa vie. Je lui ai demandé, papa, est-ce que ta demande de sens, c'était quoi ta demande de sens? Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu me parles, mon fils? Demande de sens, tu parles de quoi? De telle sorte que on ne tarde pas à reconnaître que cette demande de sens, c'est un fait relativement nouveau, relativement inédit. Donc, est-ce que ça veut dire que mon père était un crétin? Est-ce que ça veut dire qu'il ne s'intéressait pas au sens? Est-ce que ça veut dire qu'il le trouvait ailleurs? La réponse est que, au fond, ce sens était évident. Ce sens qui était évident est devenu problématique pour chaque individu. Et donc, on a travaillé sur cette idée d'évidence du sens. Parce que c'est quand même intéressant de savoir pourquoi, à un moment donné, on se pose la question du sens, alors que cette demande de sens n'était pas là, elle était nulle part, pour ainsi dire. D'où est-elle née, cette demande? Bon. Elle est née du fait que l'évidence du sens s'est fracassée sur une série de crises. Alors là, je vais faire un tout petit peu de psychosociaux, si tu permets, Thibaut. Tu me permets? Ah ouais, c'est gentil. Donc là, il y a deux, trois raisons psychologiques et sociologiques qui expliquent que l'évidence du sens s'est fracassée sur une série de crises psychologiques ou sociologiques. Je ne veux pas être trop long, mais psychologique. La cause psychologique donc de cette de la constitution, pour ainsi dire, de cette demande, c'est le consentement. C'est le fait que la démocratie a réalisé son programme, qui est que chacun puisse se gouverner lui-même. De telle sorte que nous sommes passés de sociétés régulées par l'obéissance, et éventuellement par le sacrifice, si on va à la messe le dimanche. Un petit coup de sacrifice, c'est pas mal parce que ça édifie. Bon. On est passé de sociétés donc, qui étaient régulées par l'obéissance et, si possible, donc un petit coup de sacrifice, à une société régulée par le consentement. Et, alors les profs ont pris ça dans la gueule, mais les médecins aussi. Ça leur a fait drôle, parce que le dernier lieu du mandarinat, c'était pas l'université, hein, c'était l'hôpital. Donc ça fait drôle, le grand patron. La règle du consentement, la règle d'une société réglée par le consentement, c'est nul ne contraint quelqu'un à faire quelque chose à quoi il n'a pas consenti. Et de telle sorte que le vieux fond d'autorité, qui rendait en quelque sorte évident les rapports de contrainte ou les rapports d'obligation, ce vieux fond d'autorité s'est effondré, laissant l'individu à lui-même avec sa demande de consentement, avec la demande d'explication, avec la demande de sens qui commande le consentement. La demande de sens, autrement dit, elle est corrélative à l'émergence du consentement comme valeur ultime. Toutes les institutions se trouvent interrogées par la même. J'ai parlé de l'école, de l'université, on parle de la médecine, mais parlons de la vie familiale, qui était structurée par un vieux fond d'autorité. Bon, c'était rigolo que les enfants puissent s'exprimer. Mais c'était rigolo précisément parce qu'on avait toujours le dernier mot, et que c'était le gars qui avait la plus grosse pointure qui l'emportait. Temps béni, où je pouvais dire à mes enfants, tu fais du combien? Du 39, je fais du 42. Bon, tant pis pour toi. Vous voyez, belle régulation par l'autorité, bien solide, bien consistante. Tout ça, évidemment, c'est considérablement modifié. Dans les 40 dernières années, on vit une révolution psychologique et intellectuelle telle qu'aucune société n'a jamais vécu. Hein. Bien comprendre ça. Hein.
Nous, on voit, là, je suis en première ligne, puisque moi, je suis vraiment à la fin de la fin, hein, comme ma tête l'indique. Donc, ça fait 40 ans que j'ai des élèves ou des étudiants. J'ai vu les changements, hein. C'est absolument phénoménal. En classe préparatoire, personne ne m'interrogeait sur mes méthodes. Aujourd'hui, au bout d'une semaine, il y a des élèves qui me disent « Mais monsieur, vous êtes bien sûr que c'est la bonne démarche ?» Et je lui dis « Mais Gérard, tu penses à quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est toi qui m'interroges sur le sens de ma démarche ?» Donc, je ne parle pas du patient qui arrive et qui dit « Docteur, j'ai vu sur Doctolib que... » Là, c'est le sommet de la contestation de l'autorité ou de la compétence. Bon. Non, mais ça, c'est un point quand même très très important. C'est le point psychologique. Le point social de la demande de sens, qu'est-ce qui fait que le sens a pu être évident? C'est que le monde économique s'est fracassé sur le mur du chômage de masse. Car finalement, la vieille confiance qu'on avait dans ce monde économique, et qui faisait que le folklore syndical qui était autour était parfaitement acceptable, c'est que cette confiance était fondée sur un mot dont les 6 lettres clignotaient jour et nuit. Progrès. Il y a 6 lettres. C'est progrès. Nous avions cette formidable confiance dans le fait que demain, ça irait un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Et ça, c'était crucial pour rendre le sens évident. La forme évidente du sens était dans cette confiance. Cette confiance s'est brisée d'abord sur le chômage de masse, ensuite, c'est ma conviction, sur la financiarisation du capitalisme. Ont compris que l'état normal de leur existence socio-économique serait la crise. Ouh là là. Et là, tout a commencé à changer. Papa, il n'a pas pris son cartable de la même manière le matin en allant chez Ron Poulenc. Surtout qu'un jour, on lui a dit « Monsieur, il y a un plan social. » Et les 40 ans de bons et loyaux services se sont effondrés devant une jeune RH dans la tour de la Pardieu, qu'il a convoqué un jour à 9 h, et qui, du haut de ses 25 ans, lui ont dit « Monsieur, c'est terminé. » Là, l'évidence du sens, effondrement de l'évidence du sens. Or, vous savez que le chômage de masse est un phénomène social. Vous savez pourquoi c'est un phénomène social? C'est parce qu'il concerne toutes les catégories sociales. Un fait, vous savez ça, un fait devient social à partir du moment où il concerne toutes les catégories sociales. Bon. Donc, ça c'est l'élément social. Et il y a un élément technico-économique, pardon je suis trop long, mais il y a un élément technico-économique qu'il faut ajouter. C'est le fait que la concurrence qui était considérée comme l'outil même de l'émulation, du développement des talents, hein, de la sollicitation des énergies, eh bien cette concurrence, on s'est rendu compte qu'elle avait maintenant un coût exorbitant. Autrement dit, ce qui a fondé la grandeur du capitalisme, sa richesse, sa mobilité, s'est retourné en quelque sorte en un élément problématique. Et concurrence de quoi? Mais concurrence, la première concurrence dont on a vu qu'elle allait faire entrer le monde en crise, c'est la concurrence de l'homme et de la nature. Ça a commencé comme ça dans les années 70. Les premiers philosophes, alors qui déliraient effectivement, utopie philosophe, je te remercie de m'avoir mis du côté de l'utopie, hein, puis les autres ils savent ce qu'ils font, ça va. Donc les premiers utopistes philosophes des années 60 ont dit mais les gars attendez là, ce développement du modèle de la concurrence de l'homme et de la nature, hein, concurrence pourquoi? Mais parce que on veut puiser dans la nature ce qui nous intéresse, etc. Donc on a développé une formidable concurrence de l'homme et de la nature. Elle n'est pas durable. Le modèle n'est pas soutenable. 1960, les premiers textes. Je peux vous les montrer. 1960, les premiers textes, c'est pas soutenable.
D'où ensuite, 30 ans, 20 ans plus tard, le fameux Sustainable Development, etc., etc. Mais cette problématique, elle a d'abord été anticipée par des intellectuels qui ont dit, les gars, là, on est en train de produire un modèle qui n'est pas durable, qui n'est pas résilient. Donc, concurrence de l'homme et la nature, concurrence des hommes entre eux qui crée une casse psychologique phénoménale dans les entreprises. Pourquoi? Parce que vous êtes en même temps dans un monde de crise. Dans un monde de confiance, vous pouvez mettre les individus en concurrence les uns avec les autres. Ils ont leur bon petit matelas de confiance. Ça va. Mais dans un monde de crise, si vous mettez les individus en concurrence, vous augmentez l'insécurité, ou vous produisez une insécurité sans produire en même temps la réassurance dont l'insécurité a besoin. Concurrence des hommes entre eux, donc qui va produire une casse phénoménale d'entreprise, dont le nom, là encore, la partie émergée de l'iceberg, c'est burn-out. Très bien. Moi, mes élèves sont les premiers à me dire on ne supporte plus, on ne supportera pas l'esprit de concurrence qui a fait la réussite des entreprises d'hier. Ce qui serait intéressant, c'est que je vous parle, une autre fois, hein, mais des témoignages des étudiants. Très très intéressant. Moi, je suis comme tu l'as dit, donc pour former des managers, enfin donc des grandes écoles. Puis on a la chance d'être dans une meilleure prépa de France, régulièrement dans les 3 premiers. Je fais un petit... oui, je m'étais dit qu'il fallait que je le fasse. Donc des gens qui font HEC, les SEC, le SCP, enfin bon, 75% de nos classes rentrent dans les 3 grandes écoles. Et ce qui est très intéressant, c'est de suivre la différence des ambitions des élèves entre les années 80 et puis les années 2020. Et je peux vous dire que là, c'est très 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 différent. Il y aurait une belle étude à faire là-dessus. Je passe. Mais concurrence, bon, voilà l'actualité, concurrence des États entre eux, concurrence des sociétés entre elles, etc. Bon, bref. Et nous sommes en train de nous dire aujourd'hui que cette concurrence a un coût exorbitant. Mais on a besoin de cette concurrence dans la mesure où il reste juste que la mise en concurrence, même des philosophes, bon, même si je n'aime pas trop la concurrence, enfin, même la mise en concurrence, ça permet de... la mise en concurrence des philosophes, c'est l'objection quand même, donc c'est utile quand même, hein, ça permet d'être un peu moins sot. Bon. De telle sorte que, j'arrive au postulat. Le postulat, c'est que nous sommes devant aujourd'hui une exigence. Je dis nous, professeurs, médecins, entrepreneurs, tout le monde est devant la même exigence. Il faut modérer le modèle de la concurrence par un surcroît de coopération. Il ne s'agit pas de considérer la nécessité d'abandonner la concurrence pour mettre que de la coopération. Ça, on a vu ce que ça faisait. C'est pas de la coopération. La coopération sans la concurrence n'est pas de la coopération. Il faut donc modérer le système de la concurrence par un surcroît de coopération. Et donc, vous allez me dire, oh, mais ça y est, j'ai la réponse, il suffit de faire un beau récit. Il suffit de faire un joli récit sur on est tous une équipe, on s'aime tous, on a... Hein? Il suffit de faire, de confier à nos marketeurs le soin de faire un joli récit. Beaucoup de consultants, d'ailleurs, vivent de ça. C'est-à-dire aident les entreprises à produire le récit qui va bien. Et là, moi, je vous propose, je vais vous donner le récit qui va bien, vous allez gentiment les enfumer, voilà. On participe tous à la même aventure collective, Danone entreprise à mission, Total entreprise à mission, vas-y Gérard, et on y va. Bien, très bien, le récit. Sauf que, il y a un gros problème, moi que je vois bien émerger dans les jeunes générations, qui sont justement les générations aussi du digital. Là, il y a une révolution qui se fait. C'est que nous avons quitté l'ère du récit. Et ça, il faut bien se le mettre dans la tête, parce que nous sommes les enfants du récit. Nous, on a abusé du récit. Hein, la belle histoire qui va bien, ouais, donc, ouais, mais j'ai du mal à faire passer le truc. Ouais, raconte-lui une belle histoire.
Donc, il lui raconter une belle histoire. C'est l'ère du récit, c'est fini ça. C'est terminé. Nous sommes passés de l'ère du récit à l'ère de la preuve. Le récit, c'est je raconte une histoire. La preuve, c'est je démontre ce que je fais et j'ai à le démontrer à chaque instant. Autrement dit, le récit, ça vaut une fois pour toutes. Je raconte ma belle histoire, j'y reviens tous les 6 mois en rajoutant 2-3 mots à la mode et ça marche. La preuve, c'est une contrainte de tous les instants. Et le modèle de la preuve, c'est aussi le modèle de la surveillance généralisée de tous les acteurs, en raison même, justement, de la société du digital. Autrement dit, le récit ne suffit pas. Il faut que j'apporte la preuve. Et c'est là que je cède la parole à les 3 camarades. Car on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un grand récit sur la coopération? Ou est-ce qu'on apporte des preuves vivantes de ce que pourrait être apporter dans son entreprise un surcroît de coopération? Alors, comme on est philosophe, on aime les problèmes. Donc on a la web-série, on va vous en passer d'ailleurs un tout petit extrait. J'introduis d'abord le truc. On s'est dit, on va partir des problèmes. Donc, Roche, tu nous dis que, voilà, œuvre commune, voilà, réunir tout le monde dans une œuvre commune. Premier problème, le pouvoir. On ne s'est pas menti, hein. On n'avait rien à vendre, donc on ne s'est pas menti. C'est le premier problème, le pouvoir. Parce que le pouvoir pose toujours quelqu'un qui dit et quelqu'un qui fait. Premier problème, le pouvoir. Alors on est allé voir ce monsieur. Super pouvoir. Qui a des super pouvoirs. Et donc qui va vous expliquer comment il a pensé cette question. Deuxièmement, le bureau des études, c'est Pierre. La séparation entre la conception et l'exécution. Le mode projet des concepteurs, des exécutants. Alors c'est ce monsieur qui a essayé de faire quelque chose pour casser cette séparation. Car vous voyez bien que la participation de chacun à l'œuvre commune, la conscience que chacun prend de participer à l'œuvre commune, elle est toujours altérée par des brisures, par des cassures, par des segmentations. Et la dernière segmentation, c'est la segmentation des compétences. Comment on fait pour aller au-delà de cette segmentation? N'est-ce pas, Séverine? Les ponts, truc énorme. Voilà, bon, privé de joke. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de jeter un petit coup d'œil sur le teaser. Alors, nous sommes allés à la rencontre des dirigeants avec nos problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on a déjà réalisé, Thibaut, dis-moi, 5 épisodes? 5 épisodes. On a déjà réalisé 5 épisodes. À chaque fois, on est allé voir les dirigeants, pas pour qu'ils nous disent, voilà, la coopération c'est merveilleux, on y allait avec nos problèmes. On y est allé en leur disant, c'est impossible, on n'y arrivera pas. Et on a cherché à voir comment eux nous disent le contraire. C'est pas nous qui disons le contraire, c'est justement eux, et c'est pourquoi le moment important, c'est le moment qui va venir. Alors, le petit teaser sur... Chaque épisode fait à peu près 10, 12, hein, c'est ça, 8, 10, 12, minutes, ça. Ouais. Ouais, voilà. Donc, non, mais c'est pour vous dire que c'est assez consistant, c'est-à-dire que c'est pas parlez-nous de la coopération en 30 secondes parce que le manager qui va vous regarder, il a 3 rendez-vous à la suite, etc. Ça, c'est de la blague. Enfin, dire, on peut pas faire un truc en 30 secondes. Et puis, on était parti sur un format de 6-7 minutes, mais c'est qu'on a rencontré des gens tellement passionnants qu'en fait, on a été obligé de faire 8, 9, 10, 15. Une fois qu'on a eu tous les rushs, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut couper là-dedans? Tout est formidable, donc on va tout garder. Donc, en quelque sorte, on a explosé le format, même si on a été rappelé quand même à l'ordre, bien souvent. Mais on a explosé le format parce que la richesse était là et que ça correspondait à ce qu'on voulait dire. Alors, on va peut-être maintenant donner donc la parole aux uns et aux autres. Fabrice, donc si tu veux bien commencer, donc peut-être en donnant un peu la genèse aussi de ta réflexion sur le pouvoir, parce que je sais que... Oui, on a combien de temps?
Ce que tu veux. Quelques minutes. Non. Oui, voilà. Non, c'est bien, non? Sans aller chercher trop loin, effectivement, nous, à la fabrique, on est donc des artisans. Hein, donc, en ce sens-là, on est plutôt des bricoleurs. Et donc, on construit des outils et des manières de faire qui nous sont propres, en s'inspirant, en regardant à droite, à gauche, etc. Et donc, au cœur de la fabrique, il y a vraiment cette dimension de partage du pouvoir. Alors, quand on a dit partage du pouvoir, on n'a encore rien dit parce que c'est un peu compliqué. En premier lieu, ce qui nous a semblé important, c'est de dire que le pouvoir n'est pas un problème. C'est un mot qui fait peur quand même, le pouvoir. Voilà. Donc nous, on dit ça de manière assez simple. On travaille ensemble. Il y a des décisions à prendre. Ce n'est pas des décisions stratégiques, hein, mais tous les jours, il y a des décisions à prendre. Voilà. Qui prend la décision? Celui qui prend la décision, il a un pouvoir, tout simplement. Et donc, sur cette base-là, on s'est dit que le pouvoir, pour nous, il fallait qu'il soit exercé de deux manières, donc justement pour faire écho aux deux problèmes qu'on identifie, nous. C'est la dimension pyramidale du pouvoir, voilà, et puis la dimension du pouvoir qui est vécue comme une domination. Et donc pour contrer ces deux risques dans l'exercice du pouvoir, on part d'une part sur des principes de subsidiarité. Donc on a des équipes autonomes, alors je vais revenir très vite sur la partie méthode, hein. Même en amont même l'exercice du travail à la fabrique, il n'y a pas de méthode. En fait, il y a un projet à réaliser, voilà. Une équipe ou un salarié, un ébéniste, une ébéniste, prend le projet et le mène de A à Z en passant par le chemin et la méthode qu'il veut. Et le travail n'est pas posté à différents équipements, mais il est mené de A à Z. Donc au cœur même de l'exercice du métier, il y a cette dimension du premier pouvoir qui est d'organiser son travail. Et puis ensuite, on a des équipes qui ont des pouvoirs de décision sur l'organisation du temps, des espaces, sur des dépenses, des investissements, des choix de méthode. J'ai aussi d'ailleurs découvert à ce moment-là que pour bien exercer le pouvoir, il faut qu'il y ait un cadre qui soit clairement défini. Et donc les équipes nous ont demandé des règles au sein desquelles elles pouvaient exercer leur pouvoir. Par exemple, dans l'équipe bureau, l'équipe a eu besoin de dire que jusqu'à 50 € on pouvait acheter tout seul, pour du matériel de bureau, etc. Et entre 50 et 100 €, on demandait à un collègue, machin, etc. Moi, c'est vrai que je ne l'aurais pas imaginé comme ça, mais j'ai compris qu'il y avait besoin de ces règles-là. Donc, d'une part, un pouvoir qui est exercé au plus près du terrain, parce que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la remontée du pouvoir jusqu'à des strates de décision lointaines, elle n'est juste pas efficace, en fait. C'est même pas une question de point de vue, c'est une question d'efficacité pour l'entreprise. Donc des équipes avec du pouvoir de décision. Et puis l'autre dimension qu'on a essayé de travailler beaucoup, c'est celle de la collégialité. Et donc on a une direction collégiale dans laquelle, avec mon associé Nicolas, on s'est en quelque sorte dilué, puisqu'on a 4 salariés qui sont élus pour 2 ans sur un mode d'élection sans candidat, et avec qui on forme la direction collégiale de l'entreprise. Direction qui se réunit une fois par semaine, le lundi à 11 h, et on traite de petits et de grands sujets, à la fois stratégiques, à la fois tout à fait opérationnel. Voilà en gros le résumé de la manière dont on travaille. Très bien. Voilà. Merci Fabrice. Il y aura sûrement des questions, donc tu pourras répondre à Pierre. Alors Pierre, le bureau des études. Alors, j'aime bien avec Bruno, c'est qu'à chaque fois, il qualifie d'un nom, alors que s'il y a un truc que je déteste, c'est bien les études et les méthodes. J'ai cette chance. À chaque fois, il vient me chercher. À chaque fois, j'aime ça. Mais il faudrait que je te croise tous les matins à 8 h, parce que ceux qui ont fait philo tous les matins à 8 h, à chaque fois, c'est marrant. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais il y a un côté air du temps. Je dis, mais bien sûr. Mais c'est le truc que j'ai vu hier et j'avais pas compris. Et ben, tu vois, tu rencontres Bruno le matin et tu comprends. Enfin, il n'y a qu'une partie du travail qui est fait, parce qu'après, il faut faire. Alors la genèse de la coopération chez nous, c'est venu de deux choses. J'ai eu l'idée bizarre il y a 5 ans de faire une réunion avec un codir, avec un philosophe. C'était pas Bruno, c'était Jean-Noël. Ouais. Qui nous a expliqué. Alors il faut voir comment ça s'est construit. En 2006, j'ai racheté la première entreprise. Puis au fur et à mesure, on a créé un groupe avec 5 entreprises à l'époque, en 2017. Et des gens qui faisaient à peu près tous le même métier, c'est-à-dire de l'agencement, c'est-à-dire en fait réaliser la décoration intérieure d'un lieu, mais avec des marchés un peu différents. Et quand on a croisé Jean-Noël Dumont, tous ensemble, on était une quinzaine, il nous a écoutés, et au bout d'une heure, il nous a dit, mais en fait, arrêtez tout, on a compris. Ce que vous voulez faire, c'est que ce que vous appelez des entreprises, des filiales, s'appelle une maison, parce que vous voulez garder la culture de la maison.
et vous voulez faire un village, et ce qui vous manque au milieu, c'est le forum. C'est la place où les maisons discutent. Donc ça a commencé comme ça, c'était déjà la coopération entre ces maisons. Et puis en parallèle, il y avait un consultant dont on parle si bien Ono, qui est venu chez nous et qui m'a dit « Voilà, monsieur, j'ai très bien travaillé, vous allez voir, c'est top. Vous allez fusionner toutes les maisons là, de la région, vous allez faire un seul lieu, comme ça vous allez économiser en loyer, tout ça. » Je l'ai regardé en disant « Mais il n'a rien compris. » Donc, mais c'est parce que je l'exprime mal. Donc l'idée, c'était de dire, ces maisons qui sont un peu comme celles de Fabrice, c'est-à-dire des ébénistes, des agenceurs, qui ont leur culture, l'idée, c'est pas de les fusionner, surtout pas, c'est de faire en sorte qu'en coopérant entre elles génèrent des trucs meilleurs. Et puis, j'ai des gens très intelligents aussi, les fameux bureaux des études qui sont au niveau du groupe, qui se disent, qui ont aussi des idées, mais comment on fait pour que ça ne soit pas quelque chose qui vienne d'en haut et qui soit appliqué bêtement et qui ne soit pas riche de sens. Alors du coup, je vais prendre deux exemples. Un exemple de coopération qu'on a mis en place avec l'externe, avec notre écosystème. Quand vous travaillez dans le bâtiment, il y a un truc qui est assez clair, c'est encore comme ça que ça se passe beaucoup, c'est que vous avez un architecte qui pense, conçoit, vous avez souvent une entreprise générale qui a le pouvoir, et quand vous êtes menuisier ou agenceur, vous appliquez. Et vous dites, mais c'est pas possible de nous faire autant de conneries quand même. Et c'est la réalité. Et on se dit, mais en plus de toutes ces conneries, il y a un problème, c'est que ça me coûte cher, et ça coûte cher aux clients, puis à la fin, c'est pas beau. C'est dingue. Donc, on a réussi à coopérer avec quelques architectes intérieurs, où on leur dit, mais en fait, regarde bien ta limite de prestation, c'est pas la peine que tu ailles très loin dans la conception, puisque la conception, on la maîtrise mieux. Donne-moi l'image. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Cette pièce, tu la veux comment? Donne-moi l'image. Après, on discute aussi avec le maître d'ouvrage en disant, mais t'as combien pour faire ça? Est-ce que pour obtenir ton prix, le mieux, c'est de faire la concurrence ou c'est de faire de la coopération? Est-ce que cette image, parce qu'une image de bâtiment intérieur, en l'occurrence, il y a plein de façons de le faire. Et puis quand on va passer au bureau d'études, on va lui dire, attends, c'est sûr que tu dois aller jusqu'à ce point-là, parce que est-ce que c'est toi qui vas poser le dernier bout de bois? Or, ton trait, il a une importance jusqu'au dernier moment. Ce que tu as dessiné, on voit un joint creux, là, c'est le trait noir, est-ce qu'il est bien dans ce sens-là ou est-ce qu'il est mieux dans l'autre sens? Est-ce que ça change grand-chose in fine? Et est-ce qu'à la fin, ça ne coûte pas trop cher? Est-ce que c'est pas plus embêtant? Et en fait, c'est comme ça qu'on réalise des projets en commun. On va voir le client, on lui dit, bah, t'as combien? C'est ça l'image que tu veux, ça c'est l'architecte. Puis on va voir le bureau d'études, on dit, on va pas trop loin, et échange avec le mec qui va poser. Ça, c'est le premier exemple de coopération. Le deuxième, c'est que, ce qu'on voit un peu dans la vidéo, en 2018, on s'est dit, on va lancer un nouveau projet dans l'entreprise, et on s'est dit que c'était quand même les gens, effectivement, à tous les niveaux, qui savaient, nos collaborateurs, qui savaient mieux comment faire. Alors ça ne se fait pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on a bien posé la stratégie, on n'a jamais passé autant de temps à expliquer les deux axes stratégiques, et on leur a demandé, à tous, effectivement, de nous faire remonter les projets. Donc il y avait 165 collaborateurs à l'époque, il y a 200 projets qui nous sont remontés, il y avait du doublon, 130, il en restait 130, mon DAF avait très peur en disant mais ils vont choisir les projets qui vont être les plus coûteux. Je dis non, il faut faire confiance à leur choix et on a tous voté. Tout le monde a voté. C'est assez marrant, on a fait vraiment une démocratie par rapport à ça, et il y a des projets qui sont sortis. Est venu le problème de l'exécution derrière, on pourra en revenir, je ne veux pas prendre trop de temps, parce qu'une fois qu'on a fait ça, qui était une super étape, on a récupéré beaucoup d'idées et d'idées de forte valeur ajoutée qu'on est toujours en train de développer d'ailleurs, c'est l'idée de l'exécution. Mais je vous prends un exemple, quand on est menuisier, on a une entreprise qui est menuisier, que Juliette connaît bien, cette entreprise, elle pose des portes. Et le problème des portes, ça a l'air bête, mais une porte, c'est défini par 60 critères. En fait, l'outil qu'on a développé aujourd'hui, il résulte vraiment de 1, cette idée qui émerge, parce que comme axe stratégique, on dit maîtriser l'environnement de chantier. 2, il vient du fait qu'on associe un bureau d'études, un bureau des méthodes ingénieurs, avec des gens qui ont géré des projets comme ça et qui ont posé des portes. Et à la fin, on a un outil qui est transverse à tout le chantier, c'est-à-dire aussi bien le poseur, qui est au bout de la chaîne, que le fabricant, que celui qui va définir les caractéristiques des portes, que celui qui va définir également comment on les achète, comment on les livre, la logistique. Donc simplement avec un exemple comme ça, on a créé un outil
Et la cellule qui utilise cet outil, il y a 4 ans, ils étaient 1. Aujourd'hui, ils vont être 5. Et ça nous fait gagner à tous les niveaux. Dans le plaisir de travailler parce que du poseur, dans les coûts, dans le dialogue avec les architectes, dans le dialogue avec les maîtrises d'œuvre, ça nous fait gagner partout. Voilà. Donc 2 exemples. Après, on pourra parler des échecs, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce que je constate simplement dans la coopération, c'est un peu comme quand tu disais pas de coopération sans concurrence. Il n'y a pas de coopération sans règles et sans garant. Ça, c'est impossible. Ça ne se fait pas tout seul. En fait. Ça ne marche pas tout seul. On a plein d'exemples, comme on a 6 entreprises. Moi, je vois tous les jours les entreprises et les maisons du groupe qui fonctionnent. Ce sont celles où il y a une bonne coopération, mais un maximum, elle n'est jamais suffisante, mais où il y a les garants aussi de cette coopération. Ok, merci Pierre. Séverine, alors, on termine sur les compétences. Ok. Ouais. Alors déjà, je voulais être rassurée, Bruno, parce qu'on en a bien pris ton de grade en tant que consultant. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que si tout va bien, à la fin de l'année, je suis docteur en management. Et j'ai décidé de chercher, d'arrêter d'être en surface, parce que moi aussi, ça me fatigue d'être en surface. Donc voilà, j'ai cette bonne nouvelle pour toi. Je pense que comme ça, tu pourras me réinviter. Petite blague mise à part. Merci en tout cas d'être là. Moi, je voulais aborder cette notion de compétence sur 2 exemples. L'exemple d'Act4 Talents, mon entreprise, comment on a décidé de travailler. Il y avait la notion de collectif qui a émergé là dans la vidéo. Et puis, ce qu'on souhaite faire, notre mission, en tout cas, qu'on souhaite porter auprès de nos clients. Tu as parlé de genèse, je vais faire pareil très rapidement. Genèse du projet, moi j'ai toujours été dans cette mission, ce côté un peu solidaire, cette entraide. L'ère de la concurrence, elle est derrière, on est dans l'ère d'entraide, accélérée par les crises que nous vivons, mais c'est pas nouveau. Hein. Depuis 2015, on est dans cette ère d'entraide. Et du coup, moi j'avais une association qui visait à accompagner les individus et les entreprises sur leur capacité. Le mot compétence, il commence même à être obsolète. Oui. On parle de capacité, on parle même de capacité, être capable de. Et du coup, ça remet un petit peu en question ce qu'on aime bien ici en France, les compétences métiers, on est bon en technique, on est bon en sciences. Et on a longtemps oublié ce que l'on appelle les soft skills, parce que c'est le terme anglo-saxon qui est plus facile à comprendre, mais en gros, compétences comportementales, etc. Et là, ça y est, ça fait quelques années, on est bien dessus, on en entend bien parler. Donc il y a 2 choses qu'on croise, et qu'à l'époque, donc quand j'avais cette association, l'idée c'était de se dire, oh, il y a l'APM, comment on fait pour apprendre, grandir sur ses compétences en permanence, sur ses capacités. Il y a des associations, ou alors on prend des études, et puis finalement ce sont des schémas qui sont soit élitistes, l'APM, je ne sais pas si vous connaissez, Association de Programme Management, super endroit pour top managers, dirigeants qui veulent grandir, c'est cher, c'est élitiste. On reprend des études, on se retrouve encore dans un cadre de diplôme, de planning. Et finalement, comment on fait pour grandir soi-même au quotidien? Il faut se prendre en main, il faut lire, il faut regarder des trucs. Cette notion d'université populaire qu'on trouve pas mal en Suisse d'ailleurs et qu'on n'a pas trop chez nous, on a essayé de faire ça avec une académie de soft skills solidaire, à savoir que c'était gratuit pour les publics en situation un petit peu chômage long ou autre, et puis à tarif solidaire pour tous. Donc, vous tous, vous pouvez venir dans une académie pour vous développer. Donc ça, c'était la genèse du projet. On a monté un pilote avec des entrepreneurs, avec des dirigeants qui prêtaient salle de réunion, des consultants super bons dans leur domaine qui essayaient de transmettre. Et puis ce pilote, il a marché, il a grossi. On est passé d'un local de 70 mètres carrés à un tiers-lieu de 700 mètres carrés où vous êtes là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, et quand j'arrive au 2e projet, je vais présenter les 2 en parallèle, on a voulu s'appliquer ce sujet de se dire on va grandir en permanence, on va travailler sur nos compétences en permanence, mais en mode collectif et apprendre des autres, c'est la peeragogy, l'apprentissage entre pairs, sur une base de démarche appréciative. Donc la démarche appréciative, c'est quoi? C'est arrêter de grandir sur ce qu'on nous a appris tout jeune, continue tes efforts, peux faire mieux, etc. Et toujours de regarder finalement ce qui ne va pas chez nous et les compétences qu'il faut développer. On va arrêter ça parce que vos compétences qui sont là, vous allez faire quoi? Vous allez les amener là et vous gagnez quoi? Par contre, il y a des trucs, vous êtes super bons et c'est ça qu'il faut aller chercher. Vous avez des compétences, des capacités qui sont là, transcendez ça. Arrêtez de chercher la perfection, cherchez l'excellence. Et comment donc transcender ces capacités-là? Donc il faut les identifier, parfois, parce qu'on voit toujours ce
ce qu'il faut améliorer, ce qui ne va pas, chez l'autre, chez le collaborateur, dans la coopération, on voit toujours ce que l'autre doit changer et faire mieux. Ben non, soyons dans une démarche appréciative, essayons de travailler sur nos capacités, qui sont nos forces. Donc c'est ce qu'on fait chez Act for Talents, à la fois pour nos clients, nos partenaires. On est société à mission parce qu'on a cette école de l'humain, l'Academy Soft Skills, donc qui est devenue école de l'humain. Grâce à la loi Pacte, on a pu fusionner l'association qu'on avait, Academy Soft Skills, et le projet entrepreneurial. On est devenu une société à mission. Et donc on a une école de l'humain qui va développer ses capacités, ses soft skills à tarif solidaire et qui va chercher, sous un fond de démarche appréciative, les forces. On ne travaille pas sur ce qu'on ne sait pas faire, sur nos faiblesses, on travaille que sur les forces pour à la fois transcender les capacités des personnes et avoir des vrais leviers de développement pour le collectif et l'entreprise du coup qui va pouvoir s'appuyer sur ces forces-là. Chez Act for Talents, donc en interne, on a décidé de monter ce tiers-lieu, à la fois bien sûr pour les rencontres, mais surtout pour avoir des synergies avec d'autres qu'on a dans nos coworking qui sont un petit peu dans nos domaines. C'est assez rigolo quand vous rencontrez des gens de la profession qui accompagnent l'humain. Vous avez le coach, il fait du coaching. Ok, tu fais quoi dedans? Moi je fais du coaching individuel. Ok, moi je fais du coaching collectif. Ok, moi je fais du conseil en accompagnement. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste mélanger un petit peu tout ça et faire tous ensemble? Donc nous on essaye de développer des parcours hybrides dans le but de développer nos propres capacités dans le collectif. Donc c'est un peu le but de ce tiers-lieu ici qui vise à accroître des synergies justement de compétences, de capacités. Et on a la chance du coup de pouvoir fusionner et mettre ensemble plein de compétences différentes. Donc voilà un petit peu comment on travaille. Donc chez le client, à développer les forces avec un référentiel de capacité sous 4 intelligences, et je terminerai là-dessus. On a plein d'intelligences, on a des intelligences multiples. Nous, ce qu'on utilise en transversal, c'est l'intelligence émotionnelle. On est beaucoup dans l'émotion, dans le plaisir, etc. Et puis on a bâti un référentiel de capacité, surtout post-Covid, qui a beaucoup bougé les lignes de référentiel de compétences, et donc on va travailler sur l'intelligence de soi. On a plein de choses ici en nous qu'on sait mobiliser, il faut les identifier. Intelligence relationnelle, c'est juste le fondement de la coopération, on est dans le relationnel tout le temps. Intelligence créative, si on fait pas un petit peu preuve de créativité au quotidien, mais on ne va pas aller très loin. Et puis le nouveau référentiel post-Covid, c'est l'intelligence situationnelle, voilà, qui a émergé. Où j'en parlais tout à l'heure au pot, avant c'était quelque chose, on va dire, d'occasionnel, il fallait faire preuve d'agilité, il fallait s'adapter. En fait, on n'est plus dans ce concept d'adaptation, on vit dans une adaptation permanente. On a une vraie mutation, un vrai bouleversement du monde du travail, et du coup, dans ces référentiels de capacité, l'intelligence situationnelle est devenue une constante, en fait. Voilà, donc tout ça a bougé, on s'est appuyé sur des études qui sont sorties l'année dernière, et on a bâti ce référentiel. Sur lequel on s'appuie pour développer les capacités, on parle plus de compétences chez nous, mais les capacités fortes des personnes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et alors, pourquoi l'éponge? C'est pas l'éponge, c'est la mousse. La mousse, ouais. la mousse. Pourquoi la mousse alors? Non, parce que dans le passé, j'avais travaillé dans la chimie, dans l'industrie, on étudiait les mousses, et j'avais fait une analogie qui avait beaucoup plu à Bruno. Beaucoup. Où finalement, quand vous regardez une mousse liquide, je parle, finalement c'est un ensemble de petites bulles qui vont venir se mettre ensemble et former un tout. La bulle toute seule, elle peut être un peu fragile, voilà, et par contre, mis ensemble, toutes ces bulles-là, elles vont constituer un collectif et ça va faire quelque chose de beau. Voilà, donc j'avais fait cette petite analogie. La mousse comme paradigme de la coopération. Voilà. Fin du topo. Merci beaucoup mes amis pour ce témoignage. Voilà, Thibaut, à toi. Eh ben, c'est sympa de leur balancer. Ouais, on tient à vous dire quand même, on a fait que de l'impro là. Oui. C'est-à-dire qu'il nous a invités, on ne savait même pas ce qu'on devait partager avec vous. Et c'est là en 5 minutes où on s'est dit, bah ok. Il nous a envoyé un message obscur. Ouais. Non, mais moi je te remercie Bruno et je vous remercie tous les trois parce que justement comme c'était un peu improvisé aussi de l'autre côté, ça montre que c'est réel et qu'il n'y avait pas un beau récit derrière. Voilà. C'est que des preuves. Et c'est des preuves, exactement. Donc voilà, si vous êtes d'accord et s'il y a quelques petites questions, n'hésitez pas à interroger le philosophe ou les entrepreneurs que vous êtes pour avoir davantage de preuves, davantage de partage d'expérience.
Ouais. Moi j'ai une petite question pour Bruno sur la notion de sens. Bon, d'abord j'ai apprécié que vous disiez qu'il fallait comprendre ce qu'on fait au quotidien. Je trouve que ça remet bien les choses à leur place par rapport aux grandes chartes de valeurs sur lesquelles on tombe en arrivant dans les entreprises. Et nous on reçoit les gens en recrutement de l'autre côté, on entend tout autre chose. Donc déjà comprendre ce que je fais quand j'arrive au bureau le matin, ça paraît pas mal. Je trouve que c'est bien de le resituer. Par rapport à la question du sens, moi j'ai plutôt une question un peu plus large. Je me demande, et c'est vraiment une question, si l'entreprise ne devient pas porteuse de toutes les problématiques sociétales au sens large, par défaut de réponse des autres corps. Puisque vous l'avez dit, le cadre, je sais pas, l'église, la famille, son pays, ce qui représentait le cadre traditionnel n'est plus le cas. Et qu'est-ce qui reste comme cadre? L'entreprise. Et donc je me demande si ce n'est pas une course à fond perdu, c'est-à-dire qu'on est en train de demander à l'entreprise d'être porteuse de sens, alors que la vie, elle est porteuse de sens au-delà de l'entreprise. Et donc on est sans fin dans ce truc-là. Et donc on est tous en train de chercher des solutions, alors que la réflexion est plus large que, mais l'entreprise, par l'abandon des autres corps, se retrouve le dernier maillon qui doit rattraper tout ce qui n'a pas été fait, et notamment parfois dans le monde de l'éducation. Alors donc ça c'est très juste, c'est très très juste, c'est-à-dire que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'idée au fond de la crise des institutions, hein, et du fait qu'elles ne tiennent pas en quelque sorte la promesse de sens, alors tu vois, qui était tenue parce que le progrès, enfin les lettres clignotaient aujourd'hui, donc cette promesse n'est plus tenue, et en effet, je crois que, alors tu vois, je le dirais à l'inverse, en quelque sorte, la grande responsabilité des entrepreneurs, et c'est magnifique en un sens, c'est d'incarner la promesse du collectif. Là où cette promesse du collectif, en fait, n'est plus tenable ou n'est plus tenue nulle part. Mais je dirais que c'est tous les acteurs institutionnels qui sont dans cette situation. Je prendrai l'exemple que je connais, un professeur il est un substitut d'une multitude d'autorités qui sont parfois, pas toujours, hein, mais parfois défaillantes. Et il représente en quelque sorte la dernière polarité qui peut relier à une institution plus grande que nous. Donc, alors tu dis à fond perdu, ou ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y a une vraie difficulté, que vous énoncez très bien, il y a une vraie difficulté, mais en même temps c'est une vraie obligation et un vrai devoir à l'échelle de la société que de jouer ce rôle d'ultime médiation. Si toutes les médiations, au fond, sont entrées en crise, qu'est-ce qui reste au fond comme médiation? Alors, je dirais que je compenserai un peu ce que vous dites par la vitalité de la vie associative. C'est-à-dire que ce que les institutions, qui devraient faire autorité en quelque sorte, ne formulent plus comme promesse, va être tenu, pour ainsi dire, par la vie associative. Donc sous une forme qui est une forme mixte entre l'engagement individuel et le fait de recevoir de l'association dans laquelle je fais partie ce sens que je demande. Donc il y a une sorte d'arbitrage et d'équilibre qui se fait dans la vie associative. On pourrait parler par exemple du monde sportif. Moi je suis très frappé de voir que si l'entreprise s'inspire de plus en plus du modèle sportif, c'est peut-être parce que c'est pas tant l'entreprise qui réalise la promesse collective qui n'est plus tenue, mais c'est l'équipe. C'est l'équipe sportive qui réalise cette promesse aujourd'hui. Et il n'y a pas d'équipe sans un esprit d'équipe, parce que à la différence du PSG, une équipe, c'est un esprit. C'était facile, c'était vraiment facile, Pierre, mais je te l'ai volé. Une équipe, c'est un esprit d'équipe. C'est quelque chose qui fait que, comme on le disait avec Thibaut, 1 + 1 n'égale pas 2, et qu'il y a quelque chose qui est au-delà des éléments qui constituent le groupe. Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, enfin bon voilà, il y a quelque chose, il y a un esprit commun.
Et je pense que notre attente profonde de la société, de notre existence sociale, tu vois, le fait que nous sommes des animaux politiques, des animaux sociaux, ça signifie qu'on a une attente à l'égard du social. Et comme le social part en cacahuète, en quelque sorte, c'est-à-dire que est davantage un lieu de divergence que de convergence, hein, il faut bien, à une certaine échelle, qui ne soit pas seulement individuelle, qui ne soit pas que l'échelle de la communauté choisie, vivre cette promesse qui nous est faite en tant qu'animaux sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, très clairement, ce n'est pas l'entreprise qui a le lead sur ce point, c'est le sport. La sacralisation du sport dans les sociétés contemporaines vient du fait que c'est le dernier espace social, convergent, réellement convergent. Alors ça ne veut pas dire... J'arrête parce que Oui, sinon, il y en a pas. Mais il débranche la machine. Question là-bas. Virgile. Est-ce que ça ne veut pas dire que du coup que le modèle de l'entreprise tel qu'on le connaît, avec des dirigeants, des salariés et cette organisation qui existe depuis des dizaines d'années, n'a aucun avenir dans ce que tu dis, et que le monde du travail serait composé que d'entrepreneurs qui travailleraient en collaboration les uns avec les autres sans ce statut de pouvoir, de contrat, de tout ça. Séverine, ouais. C'est pas mal expérimenté. Alors, j'aime pas trop donner cet exemple, malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe outre-Atlantique, pas nommé. Il faut savoir qu'il y a 70% de travailleurs à leur compte par rapport à chez nous, où on est, je crois, autour de 10 ou choses comme ça. Ça fait ses preuves. Alors, je suis pas sûre, pour répondre à ta question, que ce soit à l'avenir. En tout cas, c'est en train d'être expérimenté. Nous, on voit dans notre collectif ici, c'est une multitude d'indépendants, on se met ensemble, on fait des projets. Je pense que c'est une piste intéressante. L'autre piste que nous, on essaye d'expérimenter aussi, c'est tout le monde au capital, avec l'autoresponsabilité. Voilà. En plus, moi, réalité managériale, je suis nulle en management. Je suis pas bonne, je traite les gens comme des pairs et j'embarque pas une équipe. Moi, je traite les gens, je les responsabilise, etc. Et je pense que ça, c'est une piste de coopération assez intéressante. Pierre, tu veux ajouter un mot? Oui, je pense que ça dépend également des métiers et des générations. Je pense que c'est... Oui, il y a quand même un cap. Génération qui a 50 ans passés, comme la mienne malheureusement, ils sont quand même pas très rassurés dans ce modèle-là. Donc il y a un mix des deux, c'est comme tout. Et puis qu'est-ce qu'on fait? C'est de la réflexion, de la production intellectuelle ou c'est de la production industrielle? Malgré tout, il faut bien produire des choses aussi. Je ne sais pas si ça marche. Moi je pense que ça serait assez triste en fait. Parce que en tout cas nous à la Fabrique, ce qui donne corps à notre travail, c'est de vivre une vie d'équipe. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas se vivre avec des enfin on va dire en coopération indépendante, voilà, mais moi je trouve que ça serait triste. Et puis bon, comme disait Pierre aussi, à un moment donné, pour produire des trucs, il faut sortir beaucoup d'argent. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui met des sous, il y a une histoire de propriété, de moyens de production, d'outils de production. On ne fait pas tourner la raffinerie de Faisin avec des indépendants, par exemple. Mais c'est quand même, c'est comme une petite tendance de fond de voir plein de petits entrepreneurs se créer partout. Et ça rejoint un peu la problématique du pouvoir, à mon avis. C'est que tout le monde est prêt à coopérer, mais tout en gardant un peu de son propre pouvoir, et chacun doit être son propre patron. C'est vrai que c'est ce qui se fait aux États-Unis, on voit ça apparaître en France de manière de plus en plus forte. Et je pense que c'est un peu le sens de l'histoire, où finalement on a tous très envie de coopérer. On ne veut pas coopérer sans s'auto-contrainte non plus, en ayant les résultats de notre coopération. Je reprends ce que disait Bruno sur le sport. Je trouve que c'est pas... Il y a un truc qui ne fonctionne pas là. Je n'arrive pas à l'analyser entre ce que tu dis et ce que disait Bruno sur les valeurs du sport et ce qui est représenté. Je ne sais pas si je sais pas si les gens sont très en quête de ça. Alors moi je ne partage pas pour le coup, parce que c'est pour ça qu'on voit une émergence de multitudes de collectifs. En fait, qui sont tout aussi forts parce qu'ils se mettent ensemble et c'est un collectif d'indépendants. Il y a des collectifs qui vont se monter pour la décarbonation et il y a une force qui émerge, une coopération forte qui émerge. Je pense que je dirais que ça marche si on arrive à faire, excuse-moi, 1 plus 1 égale 3. Si on fait 1 plus 1 égale 2, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça l'idée aussi de l'équipe, je crois, du ensemble dont tu parlais dans nos échanges.
Donc, peut-être, excuse-moi Fabrice. Non, Pierre, il dit on est des dinosaures. Moi, j'ai juste... il y a un ouvrage d'universitaire lyonnais plutôt proche de l'ANACT, voilà, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle L'entreprise délibérée. Et en fait, par rapport à ce que vous disiez, et sur cette idée d'entreprise libérée, c'est libéré de quoi? Et comment dire, enfin, moi j'ai peur aussi qu'avec cette idée d'être tous les auto-entrepreneurs de notre vie, comme le propos de notre président, on soit dans une forme de libéralisme aussi économique qui soit très destructeur. C'est-à-dire, quand on est un collectif de gens qui marchent tous bien, ça va bien, mais est-ce que, enfin voilà, celui qui s'en sort moins bien, celui qui est plus fragile, voilà, vous êtes, enfin, je vous vois là, je caricature pas, mais on est quand même dans le CSP un peu plus, quoi. Voilà. Tout le monde n'est pas dans cette dynamique-là dans sa vie, quoi. Et donc, pour moi, l'entreprise, elle a aussi un outil de protection sociale. Voilà. En 2020, la fabrique, nous, on a perdu des sous, mais aucun salarié n'a perdu du salaire. C'est aussi ça la mission qu'on a. Mais évidemment, cette question de... Enfin, même dans une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise où la vie de l'équipe, elle est vraiment au cœur du projet. Voilà, enfin, on déjeune ensemble, on a une cuisinière qui est salariée. Rien que le fait de limiter le nombre de personnes par table, on a perdu des interactions sociales. Quand on a arrêté d'avoir la cuisinière parce qu'on pouvait faire avec le Covid, en fait, au niveau de l'ambiance, ça a vraiment joué, donc sur des petits détails, quoi. Mais donc même nous, dans une entreprise où on vit ça, je vois aussi qu'il y a des aspirations à des gens qui voudraient avoir un fonctionnement plus autonome et être peut-être plus des satellites autour d'une entreprise. Voilà, mais il va falloir qu'ils portent leur risque entrepreneurial. C'est pas moi qui vais porter le risque entrepreneurial, quoi. Il y a un autre format pour compléter la réponse à ta question. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la notion de coopérative, je ne sais pas si ça vous parle. Où en fait, au départ, effectivement, on est indépendant, puis on va rejoindre une société coopérative. Puis finalement, je vais acheter 1% du capital, voilà, et je vais faire partie de ce tout. Donc je garde mon indépendance, mais j'ai un projet commun, j'ai une coopération commune. Et ça, je trouve que ce modèle-là est hyper intéressant. C'est une espèce d'entre-deux qui sécurise. Et qui nous permet de garder son indépendance. Il y a aussi ce modèle-là qui est intéressant et qui émerge vraiment. En fait. Est-ce que justement le fait qu'il y ait de plus en plus d'indépendants comme ça, c'est pas un symptôme d'un rejet du modèle classique de l'entreprise justement, de personnes qui disent bah en fait moi je veux plus de cette entreprise très pyramidale. Voilà, et en fait c'est une faillite du modèle classique. C'est le modèle managérial qui est remis en question. Hein. Pourquoi les sociétés à mission commencent à avoir autant de succès? Il y en a une là, on l'est, etc. Je vais vous donner un exemple concret. On parlait de sens. Moi j'adore ce mot parce que le sens, il y a la signification, il y a la direction. Enfin, il est multi-définition ce mot. Et quand on va pour recruter sur un profil similaire avec une boîte amie à moi et on compare un peu le nombre de candidats, etc., on fait x3 parce que les candidats disent waouh, il y a une mission solidaire chez Actor Talents. Là, je la trouve pas. Du coup, je sais pas trop. Pour moi, comment ça va me parler. Donc le fait qu'on ait des outils comme ça qui puissent exister, c'est chouette. Allez, au Jeudi d'Annecy, on s'engage toujours à respecter les horaires, mais on est pas